Saviez-vous que 90% des tableaux signés par Dali étaient des faux ? Dans les années 2000, des experts ont affirmé que la moitié des œuvres d'art en circulation sur le marché international pouvaient être constituées de faux. Mais les faussaires d'art ne sont pas des voyous comme les autres. Ces artistes de l'ombre fascinent par leur pratique et remettent en question le statut de l'œuvre d'art. Mais alors, qui sont-ils ? Quelle vision ont-ils d'eux-mêmes ? Et surtout, qu'est-ce que leur pratique nous apprend sur notre rapport à l'art ? Dans son dernier livre, Peintres de l'ombre, les faussaires à l'œuvre, paru aux éditions Mimesis, Monique Jeudi-Ballini a mené l'enquête. Avant d'entrer dans les détails de votre enquête, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un faussaire et surtout quelle est l'ampleur de cette pratique ? Alors je suis partie de la définition qu'un faussaire, c'était l'auteur d'un tableau ou d'un dessin conçu avec l'intention frauduleuse de le commercialiser en le faisant passer pour celui d'un autre. De préférence évidemment un artiste connu et donc coté. Donc le faussaire, il est porté par la volonté délibérée de tromper, une volonté qui peut aussi consister pour lui à apposer sur un tableau qu'il n'a pas réalisé lui-même la signature d'un artiste célèbre mais qui n'est pas l'auteur de ce tableau. Et en ce sens, le faussaire, c'est l'inverse du copiste. On sait que certains peintres ont la fonction de copier des tableaux le plus fidèlement possible, mais les tableaux qu'ils font, les imitations, les répliques, se donnent comme des copies et non pour des authentiques. Les copistes, par exemple, qui travaillent au Louvre, sont autorisés, après avoir été acceptés par le musée, ils sont autorisés donc à s'installer devant un tableau, à le reproduire, à condition que cette reproduction, cette copie, n'ait pas les mêmes dimensions que le tableau original, c'est-à-dire que la copie soit plus grande ou plus petite, et qu'au dos de ce tableau figure la mention qu'il s'agit bien d'un faux réalisé au Louvre à telle époque, etc. Et le copiste jamais n'imite la signature du peintre original. Donc il y a vraiment chez le faussaire la volonté de tromper, et qui n'existe pas bien sûr chez le copiste. Pour ce qui est de l'ampleur du phénomène, on en a une idée, par exemple, quand le directeur, celui qui était directeur du Metropolitan Museum de New York pendant 10 ans, Thomas Oving, déclarait en 1996 que 50% des tableaux objets exposés au musée, au Metropolitan Museum de New York, 50% étaient des faux. Alors l'ampleur, elle est colossale. Le faux, c'est un phénomène ancien qui touche tous les domaines. Le rapport à l'art, évidemment, l'expertise, le droit, l'économie, le commerce. Et c'est un phénomène qui plus est à dimension internationale. Son ampleur est d'autant plus grande qu'en matière de peinture, le fait pour des spécialistes, par exemple, d'être les experts d'un grand maître, ne les protège pas des erreurs. Alors par exemple, titre d'anecdote, l'historien de l'art Abraham Bredius, qui était une haute autorité en matière d'expertise et qui était spécialiste de Vermeer, avait cédé à l'enchantement en écrivant à propos d'une toile du faussaire Han van Meegeren, je le cite, « Quel tableau! Nous avons ici, je suis enclin à le dire, le chef-d'œuvre de Johannes Vermeer de Delft, bien différent de tous ces autres tableaux, pourtant Vermeer à chaque centimètre. Le sujet en est le Christ et les disciples d'Emmaüs, et les couleurs sont magnifiques et caractéristiques. Dans aucun autre tableau du grand maître de Delft, nous ne trouvons un tel sentiment, une compréhension aussi profonde de l'histoire biblique, un sentiment aussi noblement humain, exprimé par le biais de l'art le plus élevé. » Malheureusement pour lui, Abraham Bredius a appris par la suite qu'il s'agissait d'un faux, fait par un faussaire très doué, Han van Meegeren, qui n'en était pas évidemment à son premier essai. Le même faussaire, Han van Meegeren, avait peint un tableau, encore une imitation de Vermeer, intitulé Le Christ
et les disciples d'Emmaüs. Et il avait vendu ce tableau au nazi Hermann Göring pendant la guerre, ce qui lui avait valu, à l'issue de la guerre, d'être mis devant le tribunal en risquant une peine de mort pour haute trahison, puisqu'il était censé avoir donné du patrimoine néerlandais à un nazi. Or, Van Meegeren a dit que ce tableau, c'était le sien propre, que c'était un faux, et cet aveu n'a pas été pris au sérieux. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'il se vantait, que c'était simplement une façon de se mettre en avant, etc. Et personne ne le croyait. Donc ça l'a amené à demander qu'on lui mette une toile vierge et qu'on lui donne des pinceaux afin qu'il reproduise ce tableau. Il l'a reproduit et tout le monde a dû s'incliner en voyant que, effectivement, c'était un faux. Donc, Van Meegeren, qui risquait la peine de mort pour haute trahison, du coup, comme traître, donc, est passé pour un héros. Vous voyez, donc simplement, il n'a pas profité beaucoup de ça puisqu'il est mort pendant son procès. Mais voilà, ça montre bien la difficulté, l'ampleur du phénomène et le fait que même des spécialistes, évidemment, peuvent se tromper. Je crois qu'il y a aussi des exemples de peintres, de célèbres peintres, qui font appel à des faussaires pour reproduire leurs œuvres. Tout à fait, oui, quand eux-mêmes d'ailleurs n'agissent pas comme des faussaires. Par exemple, on sait que Picasso signait des tableaux qu'il n'avait pas faits, mais simplement des tableaux qui lui plaisaient, même quand il avait affaire au faussaire lui-même. On sait que par exemple 90% des tableaux signés Dali sont des faux, 90%, et que Dali, par exemple, avait 728 signatures différentes. Donc vous voyez, ça complique aussi le problème. Les peintres de renom, eux-mêmes, ont fait des faux, et ce qui est intéressant, c'est que tous, y compris par exemple des grands artistes comme Michel-Ange, ont réalisé des faux. Michel-Ange a fait un faux Cupidon, une sculpture qu'il a enterrée pour qu'elle lui donnait un aspect vieilli. Le faux a été identifié comme tel. Bon, et on imagine qu'aujourd'hui, le faux Michel-Ange, il est considéré comme un vrai Michel-Ange en quelque sorte. En tout cas, on a oublié sans doute le nom du sculpteur qu'il avait imité, et son faux, eh bien, il a une valeur évidemment inestimable, parce que est-ce que c'est un faux Michel-Ange ou un vrai? C'est un vrai tableau de Michel-Ange qui est en même temps faux. Donc c'est très compliqué. C'est pas effectivement le vrai et le faux ne sont pas dans un rapport binaire. C'est pas des catégories étanches. Au contraire, elles sont très poreuses l'une à l'autre. Et ça rend compte de la difficulté, effectivement, du problème, du fait aussi que ce soit un problème ancien qui dure, qui nous mette un peu dans des sables mouvants, je dirais. Voilà, c'est un problème très, très compliqué. Vous avez mené une enquête sur ces faussaires, publiée dans votre livre « Peintre de l'ombre, les faussaires à l'œuvre », paru chez les éditions Mimesis. Quels étaient les objectifs de cette enquête et quelle a été la méthodologie de vos recherches ? Alors j'ai commencé, c'était pendant le Covid, j'ai commencé à travailler sur les faussaires en prenant connaissance des nombreux documents à disposition sur le sujet. Alors à commencer bien sûr par les écrits de chercheurs, des sociologues, des psychologues, des historiens de l'art, et puis des écrits venant des faussaires eux-mêmes, des biographies sur eux, des autobiographies écrites par eux-mêmes, donc des documentaires filmés, des entretiens, des archives audiovisuelles, des articles de presse. Enfin, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Donc j'ai étudié toutes ces notes en constatant que à chaque fois on traitait de cas particuliers ou du faux en général, mais sans jamais croiser les verbatims des faussaires, sans jamais essayer de penser ensemble leur représentation de leur pratique. Et il m'a semblé intéressant d'avoir une approche davantage resserrée autour de la vision personnelle que les faussaires ont de leur activité.
Alors bien sûr, comme ce sont des gens suspects par définition, des gens qui ont vocation à tromper, on pourrait se méfier en disant que la crédibilité de leur discours interdit de prendre au sérieux ce qu'ils disent. Moi, le principe que j'ai eu, c'est de les prendre au sérieux et de les appréhender sans jugement de valeur, en s'abstenant par conséquent de questionner leur moralité ou de mettre en doute leur sens des réalités. Hein. Il ne s'agissait pas de trier, il ne s'agit pas de remettre en question, il s'agit simplement de collecter des verbatims, des représentations susceptibles d'informer sur ce que les faussaires pensent de leur rapport à l'art, de leur propre pratique, et d'essayer de dégager des visions de leur art, enfin de ce qu'ils font, tels que eux les voient, encore une fois, sans mettre en doute leur crédibilité et sans trier, sans hiérarchiser entre des informations qui seraient vraies et des informations qui seraient fausses. Donc c'était ça les objectifs, voir s'il y avait quelque chose de commun qui se dégageait de personnes qui avaient excellé dans l'art d'imiter les autres. Et donc pour rentrer justement dans vos observations, qu'est-ce que vous avez mis en évidence quelles sont les caractéristiques de ces faussaires, s'il y en a du coup des communes, et du coup que peut-on dire de leur vision d'eux-mêmes? Alors, ce qui m'a frappé, même si ce n'est pas un scoop, c'est la toute-puissance de l'imaginaire avec ses effets positifs ou négatifs. Vous aimez une toile d'un peintre que vous estimez, un maître, et puis vous découvrez d'un seul coup que c'est un faux, et la délectation esthétique que vous aviez de son œuvre est d'un seul coup gâchée par la découverte de la supercherie. C'est quelque chose qu'on avait constaté évidemment avec ma collègue Brigitte Derlon quand on travaillait sur les collectionneurs d'art primitif et qui nous déclaraient leur flamme, leur enthousiasme pour un objet en disant « Regardez, il me parle, j'ai un dialogue formidable avec lui, il me dit qu'il m'aime, etc. » Et les mêmes découvrant après qu'il s'agissait d'un faux ou ayant des doutes sur l'authenticité de la pièce, ne pouvaient plus l'aimer. Et en parlaient en disant, par exemple, l'objet m'a trahi, je l'aimais, et en fait, il m'a menti, il m'a trompé. Donc là, c'est l'imaginaire, parce que ce qui est formidable, c'est que la matérialité de l'objet, la peinture, par exemple, dans le cas des collectionneurs, l'objet, la sculpture, par exemple, la matérialité de l'objet ne peut rien contre la déception. Donc l'objet ne change pas, mais tout se passe dans l'imaginaire. Ça, c'est pour les effets négatifs. Pour les effets positifs, eh bien, l'imaginaire, c'est le fait de tout ce qui est rattaché à l'objet, son histoire, hein, sa traçabilité. Les faussaires savent travailler là-dessus, construire un récit pour expliquer son origine, justifier le fait qu'il était trouvé dans une collection ou qu'il avait été égaré, etc. L'histoire de l'objet, donc, et son pédigré, donc ce qui ne se voit pas, évidemment, ce qui est immatériel par définition, rendre compte de sa valeur. Et le pédigré, d'ailleurs, signale en passant, ce n'est pas une invention commerciale de l'Occident, puisqu'on le retrouve aussi, par exemple, en Papouasie, hein, où la valeur d'une pièce s'accroît du nombre de propriétaires entre les mains desquels elle est passée. Hein. Plus une pièce a circulé, et plus elle acquiert de valeur. Et donc voilà l'histoire de l'objet, son pédigré, autrement dit, tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, tout ce qu'on ne peut pas percevoir physiquement, eh bien, font partie de la perception et de l'appréciation d'une œuvre au-delà de ce qu'on en voit. Donc cette force de l'imaginaire, ça m'a à nouveau frappé. Un autre point, c'est la conception que les faussaires avaient de ce qu'ils faisaient, non pas comme un simple exploit technique, mais comme une véritable création. Et ils désignaient leur pratique comme un art de la réceptivité, c'est-à-dire que les faux tableaux
témoignent de l'expérience cognitive et émotionnelle que les faussaires font des œuvres dont ils se disent les regardeurs les plus assidus. Hein, j'emploie l'expression, une expression triviale en disant qu'ils se présentent comme ceux qui reçoivent 5 sur 5 le peintre original. C'est-à-dire que les faux, à leurs yeux, passent pour actualiser les effets agissants qu'ont sur eux, les faussaires, les originaux. Et donc les faussaires s'attribuent le talent de capter la force de la toile, c'est-à-dire que beaucoup disent qu'ils ne peignent que ce qu'ils aiment et ce qu'ils connaissent à fond. Ils y voient souvent un hommage rendu au peintre originel, un prolongement en somme de leur œuvre. Ils disent souvent « je peins ce que le maître aurait dû peindre ». Alors c'est pas propre uniquement aux faussaires, c'est aussi propre aux peintres reconnus, cotés. Un peintre comme Cézanne, par exemple, réalisait des peintures murales dans le style d'Ingres, et il signait ses peintures, non pas Cézanne, mais Ingres. Donc, c'était des faux. Et il disait qu'il signait le nom de Ingres, je le cite, en l'honneur du maître du néoclassicisme français. Autrement dit, c'était un honneur de voir qu'on avait tellement capté son geste, son génie, que on lui faisait en quelque sorte l'honneur de lui présenter un tableau de la même force. Donc ça, c'était le faux comme une création. Les collectionneurs aussi nous disaient ça, Brigitte Derlon et moi-même. Et en parlant d'un objet, par exemple, disait cet objet, je l'ai trouvé dans une brocante minable, à l'époque où personne s'intéressait à ce type d'objet. Je l'ai sorti de ce brocanteur et puis je l'ai nettoyé, je l'ai fait socler, je l'ai photographié, je l'ai mis dans un catalogue et maintenant il existe comme une œuvre d'art et c'est une création. J'ai créé cet objet. Donc il y a quelque chose du même ordre chez les faussaires. Alors bien sûr, sont capables, par exemple, parfois, comme disait David Stein, de peindre 4 Picasso avant le petit déjeuner, selon le titre d'un de ses livres. Mais souvent, le plus souvent en tout cas, pour peindre l'œuvre d'un maître, il faut savoir dans quelles circonstances il l'a peinte, dans quel état d'esprit il se trouvait, quel objet il avait autour de lui, qu'est-ce qu'il aimait, quelle était son humeur, etc. Donc c'est toute une reconstitution qui a valeur de création. Un autre aspect qui m'a frappé, c'est l'anonymat. Dans un monde de l'art où il s'agit toujours d'être visible, connu, d'être un peu dans la com, de faire sa publicité, de l'autopromotion, là, l'excellence d'un peintre se juge à son anonymat. Plus il est excellent, plus il disparaît. Parce qu'il faut qu'on pense que c'est Cézanne, Courbet, Watteau ou Vermeer qui a peint. Et disparaître de ce qu'on accomplit comme mesure de son excellence, c'est quelque chose qui m'intriguait. Parce que le faussaire, je dis, il est personne. Il n'est même pas Banksy qui peint, qui fait des graphes dans la ville, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais on sait qu'il existe. C'est un mystère et ça alimente encore la fascination pour son anonymat, pour ce peintre. Alors que le faussaire, il n'est pas censé exister. On peut imaginer que c'est assez frustrant pour lui, et ça explique en partie l'aspect ludique parfois que s'autorisent des faussaires déjà dont la pratique est très, très affirmée et qui se livrent à une sorte de jeu de chat et de la souris, par exemple, en laissant leurs initiales dans la toile ou en mettant même leurs empreintes digitales. Une sorte de défi qui fait que la toile de maître, elle est censée être irreproductible, parce que c'est l'émanation d'un génie singulier, etc., alors qu'elle est reproduite par les faussaires. Mais les faux, eux, où les auteurs ont laissé leurs empreintes ou leurs initiales, ne sont pas reproductibles, parce qu'une empreinte digitale, on ne peut pas
la reproduire. Donc c'est tout ça qui m'a étonnée. Et puis bon, il faut savoir que les faussaires sont des personnages romanesques et que quand ils sont découverts, la fascination reste d'autant plus que leurs œuvres, du coup, ont une plus-value, il y a une plus-value, et que, par exemple, quand ils font des peines de prison, en général, c'est des peines légères, eh bien, ils font, bien sûr, l'admiration de ceux qui les entourent. Alors, il y en a qui racontent comment les gardiens de prison, le directeur de prison, l'aumônier leur demandent des faux, ce qui conforte encore leur narcissisme. C'est super intéressant de voir comment ils se perçoivent eux-mêmes en fait, parce que c'est une position très particulière. On ne peut pas mettre de côté leur talent en fait, parce qu'ils sont quand même de vrais artistes qui ont une vraie technique, malgré l'arnaque qu'il y a derrière. Et du coup, je me demande quel impact ça a sur l'art de manière peut-être plus générale. Est-ce qu'on peut dire que ça pose quand même une certaine remise en question sur ce qu'est une œuvre d'art et qu'est-ce qu'on considère aussi comme vrai ou faux ? Oui, ça secoue le monde de l'art, ça le dérange beaucoup. C'est des personnages, les faussaires, qui sont vraiment détestés du monde de l'art. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à certains artistes contemporains qui ont joué sur des effets de faux, qui ont tourné en dérision l'importance donnée à l'auteur, eux ne cherchent pas à avoir une posture contestataire, ils ne cherchent pas à contester le système de l'art. Au contraire, je trouve qu'ils le confortent puisqu'ils jouent sur un système qui fétichise la personne du peintre à travers sa signature. Un faux, il a toujours une signature. Donc ils exploitent ce système qu'ils critiquent abondamment, mais sans le remettre en question. Eux-mêmes se plaisent à dire que le système est complice. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on découvre un faux, si on découvre un faux dans un musée, qu'est-ce qui se passe ? L'expert qui a estimé que le tableau devait être exposé, l'expert se déjugerait, le musée se disqualifie, les assurances doivent payer, et parfois, c'est les fondations faites au nom d'un peintre, comme la fondation Warhol, par exemple, qui se ruinent parce qu'elles ont laissé exposer une toile d'un de leurs parents qui était un faux. Donc, elles doivent payer ce qu'on appelle une moins-value. C'est des sommes faramineuses et tout le monde y perd. Tout le monde se disqualifie, se discrédite. Donc, quand il y a un faux, qu'on soupçonne un faux, comme Thomas Oving, le directeur du Metropolitan Museum, le soupçonnait pour 50% des objets exposés, eh bien en général on ne dit rien, tant que ce n'est pas dénoncé, il y a une sorte d'omerta qui règne, les gens sont contents, prennent pour authentique quelque chose qui ne l'est pas, eh bien il y a un silence qui est fait, et c'est ce que dénoncent évidemment les faussaires qui voient une complicité tacite. Ça bouscule, disons, le système de l'art, il passe souvent pour diabolique, des gens qui trahissent, qui créent parfois des désespoirs, qui amènent certaines personnalités du monde de l'art à démissionner, à perdre leur crédibilité, etc. Mais ça reste compliqué, et encore plus compliqué aujourd'hui avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et des technologies numériques qui rendent possible la production de répliques d'œuvres originales qu'on peut imprimer sur une toile. Donc des techniques de facsimilisation numérique en haute résolution ont été utilisées ouvertement, c'est-à-dire sans intention mystificatrice. Elles ont été utilisées par exemple avec succès dans la duplication des Noces de Cana de Véronèse, qui est au Louvre, mais dont la réplique a été envoyée en Italie. On sait aujourd'hui que des outils numériques peuvent imiter des effets de style
de texture ou de lumière sans les contraintes physiques du matériel traditionnel. Et ça, évidemment, ça autorise une reproductibilité à l'infini. Alors, évidemment, on se doute que la fluidité, la porosité entre le réel et le virtuel ne devrait pas manquer d'augmenter l'indécision quant à la définition du faux et de l'authentique. Et c'est une indécision qui, me semble-t-il, ne cessera d'être relancée par les développements de l'intelligence artificielle. Alors ces techniques, encore une fois, n'ont pas de finalité trompeuse. Elles ne peuvent pas être donc assimilées à un mode de falsification, mais on peinerait un peu à estimer pour autant que les tableaux générés par ces moyens artificiels revêtent un caractère d'authenticité, tel qu'on l'entend aujourd'hui à propos d'une toile du Louvre, par exemple. En valeur relative, l'art, disons, traditionnel, avec tous les guillemets qu'on veut, des faussaires, cet art qui repose notamment sur la matérialité et sur l'empreinte du geste et sur les interactions humaines, c'est-à-dire qu'il faut persuader, bien sûr, des galeristes de vous acheter, il faut expliquer d'où l'objet, inventer des récits, une traçabilité fictive, donc tout ça, ça suppose des interactions humaines. Eh bien, la matérialité, le geste et les interactions humaines, évidemment, on pourrait aujourd'hui les percevoir comme picturalement plus vrais, plus authentiques, plus traditionnels que les compositions issues des technologies numériques de reproduction. Donc ce qui est paradoxal, c'est qu'un faux Rembrandt fait par un faussaire pourrait paraître plus authentique qu'une toile aujourd'hui faite par facsimilisation. En fait, l'histoire de l'art, elle n'a cessé d'évoluer par rupture, par dissidence successive. Alors on peut penser que c'est une rupture de plus. Mais en même temps, c'est très difficile parce que c'est une rupture qui ressemble évidemment pas à ce qu'on a connu avant. Et alors, est-ce que ça peut banaliser le faux? Est-ce que ça peut désenchanter l'idée qu'on se fait de l'original comme émanation de la singularité d'un peintre particulier? Est-ce que ça peut changer complètement notre rapport à l'art, à ce qu'on en attend? Ça, l'avenir le dira, mais c'est vrai que les choses ont profondément changé. C'est d'une façon inédite. Merci beaucoup Monique. On peut retrouver du coup les développements de toutes ces analyses dans votre livre qui est disponible en librairie. Merci. Pour rappel, le livre Peintre de l'ombre, les faussaires à l'œuvre est disponible en librairie. On mettra en description toutes les sources citées dans cet épisode. Merci à Monique Jody-Balini, directrice de recherche CNRS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale. Et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve bientôt sur Entrevue, le podcast du laboratoire d'anthropologie sociale.